Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique qui reçoit quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un qui, quand vous l'écouterez, certainement vous serez conquis. En décembre 2019, les présidents français et ivoiriens Emmanuel Macron et Alassane Ouattara se sont réunis à Abidjan pour, soi-disant, enterrer le franc CFA et lancer la nouvelle monnaie ouest-africaine, l'ECO, un écho qui fait très mauvais écho, ça et là, car déjà contesté alors qu'il n'est pas encore vraiment paru. Nous allons essayer de comprendre pourquoi cette monnaie-là déplaît et surtout ces jours-ci, le Nigeria, ce géant de l'Afrique de l'Ouest qui a lui tout seul fait 70% du PIB de la sous-région, a haussé le ton contre les nations ouest-africaines qui voudraient adhérer à cette monnaie-là, avec Olivier Dossou, politicien, analyste politique d'origine béninoise qui est à Bruxelles. Nous allons essayer de comprendre ce qu'il se passe. Bonsoir Olivier Dosso. Bonsoir Jackie Moifo et bonsoir à vos auditeurs. Les téléspectateurs, c'est mieux car je ne suis pas en radio, je suis en télévision. Merci pour la précision. Alors, bien. Alors, Olivier, le Nigeria a levé le ton, a haussé le ton ces jours-ci contre ses voisins ouest-africains. De quoi s'agit-il? Alors, bonsoir encore Jackie Moifo et bonsoir donc aux téléspectateurs de JMTV+. En effet, effectivement, il y a 2 jours, le président du Nigeria, donc Muhammadu Buhari, a levé le ton contre le projet vraiment d'éco-CFA, qui est vraiment le sabotage, parce que je le dis ainsi, le sabotage du projet ouest-africain de création d'une monnaie unique par la CEDEAO, qui est un projet initié et mis en France, mis en œuvre du moins par la France de Macron et exécuté par Alassane Dramane Ouattara. Alors, pour le Nigeria, ce qui est en train de se jouer à travers le lancement de l'écho de l'UEMOA, qui regroupe les 8 pays de la zone franc-CFA, qui sont en Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. Donc, l'ensemble de ces pays-là forment donc... Le Togo n'y est pas. Togo n'y est pas. Je crois que le Togo y est. Et également le Togo, j'allais l'oublier. Donc, le Togo et le Sénégal, je crois. Donc, l'ensemble de ces pays-là forment l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, cette union-là est partie intégrante de la CEDEAO qui compte 15 pays après le retrait de la Mauritanie, bien évidemment. Alors, l'ensemble de ces pays-là, en juin 2019, avaient décidé de lancer le projet de la monnaie unique ouest-africaine appelée ECO. ECO qui veut dire en fait ECOWAS, quoi. C'est-à-dire Economic Community Organization. Donc, qui est vraiment le diminutif de la CEDEAO. Alors, ce projet-là, à terme, devait voir le jour dans les prochaines années, là. Mais il se trouve que, très vite, quelques semaines plus tard, la France va initier une série de rencontres avec notamment Alassane Ouattara, qui viendra régulièrement rendre compte au président français. Et en sa qualité de président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il va initier un écho dans l'écho. Mais en réalité, l'initiation de ce projet d'écho CFA dans l'écho CEDEAO visait en réalité à tuer dans l'œuf le projet ouest-africain emmené par le Nigeria et le Ghana. Et ce qui fait que en décembre 2020 et même en janvier 2020, avec les ministres des Finances des pays ouest-africains anglophones et lusophones, se sont réunis à Abuja pour condamner l'attitude cavalière et irrévérencieuse de la Côte d'Ivoire, derrière laquelle évidemment se cache la France de Emmanuel Macron. Donc, ce qui se joue à travers ce projet-là, c'est tout simplement la fin du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest.
Et pour Paris, il faut saboter le projet de la CEDEAO pour empêcher qu'il y ait une intégration économique, sociale à travers la création d'une monnaie unique de la CEDEAO qui puisse permettre à près de 300 à 350 millions de consommateurs ou de citoyens de cet espace économique sous-régional de pouvoir se développer et de pouvoir prospérer. Et donc, c'est une question grave, ça, Olivier Dosso. Le projet de la France est de saboter l'intégration économique et le développement économique de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est ce que j'ai compris, mes téléspectateurs aussi? C'est bien ça. Et je suis affirmatif là-dessus. J'allais presque dire que je suis définitif là-dessus. Pour une raison très simple. C'est que pour Paris, il se joue à travers la consolidation de l'union économique et monétaire de la CEDEAO qui devait voir le jour avec la création d'une banque centrale de la CEDEAO, la disparition du franc CFA ouest-africain. Et qui connaît les enjeux géopolitiques pour la France d'Emmanuel Macron, pour les entreprises multinationales françaises qui prospèrent en Afrique francophone de l'Ouest, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin, au Burkina, au Togo, etc., notamment Bolloré, Bouygues. Vous avez également les grandes banques. Et Orange aussi, vous l'avez oublié, Orange. Orange et Total, évidemment. Les brasseries, Total. Le groupe Castel, évidemment. Ce qu'on appelle BBC pour Bolloré, Bouygues, Castel. BBC. Alors, ce qui se joue, c'est tout simplement une volonté de Paris de tuer dans l'œuf tout projet économique viable et d'indépendance des pays ouest-africains qui, par là même, allaient conquérir leur souveraineté économique qu'ils n'ont pas 60 ans après les indépendances. Parce que, voyez-vous, le franc CFA a été créé en 1945, en décembre 1945, et aujourd'hui, nous fêtons les 75 ans de naissance de cette monnaie. Mais en 75 ans, le bilan, il se passe de commentaires. C'est-à-dire que nous avons une pauvreté des pays ouest-africains. En effet, j'ai reçu ici, là, Sébastien Périmoni, oui. Porte-parole Jacques Cheminade, ancien candidat aux élections présidentielles françaises, et il m'a remis le rapport de l'ONU, l'indice de développement humain. Il n'y a aucun pays africain qui est dans les 100 premiers. Sur 189, la RCA est 188e. Le Niger, qui produit l'uranium pour la France depuis toujours, arrive au 189e rang sur 189. Le premier pays, c'est le Gabon, 115e par là ou 114e. Le Cameroun, 150e. Donc, aucun pays utilisant le franc CFA n'est parmi les 100 pays en matière d'indice de développement humain. Voilà, chers téléspectateurs. Justement, pour quelles raisons? Pour essentiellement 3 raisons fondamentales. C'est-à-dire que le franc CFA a 3 ou 4 gros handicaps. C'est que le franc CFA, au niveau des statuts juridiques qui lient l'État français et ses ex-colonies, permet la libre transférabilité des capitaux. C'est-à-dire que vous, Jackie Moifo, lorsque vous faites des affaires dans un des pays de la zone CFA, vous pouvez rapatrier vos millions, vos milliards comme vous voulez. La conséquence de ça, sur le plan économique, est simple, c'est la fuite des capitaux et puis l'endettement corrélatif. Puisque lorsque les capitaux fuient votre pays, qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez besoin de boucler vos fins du mois? Vous vous endettez. Vous vous endettez, en effet. Et ensuite, vous avez la fixité des parités entre la zone CFA et l'euro. C'est-à-dire que nous avons une monnaie qui est trop chère et qui ne permet pas au pays de pouvoir exporter des produits et de transformer leurs matières premières locales. Vous avez, après ça, également ce qu'on appelle, outre la libre transférabilité, vous avez également la libre convertibilité. La libre convertibilité entre l'euro et puis
le franc CFA. Mais surtout, ce qui est scandaleux... Ou l'écho. Voilà. Ce qui est surtout scandaleux, c'est que les pays africains doivent déposer au moins 50% de leurs avoirs au niveau d'un compte qu'on appelle le compte d'opération, qui est basé au Trésor français. Et ce compte-là, avant 1973, entre 1945 et 1973, ce compte était approvisionné à 100%. Donc, si vous gagnez 200 francs, vous devez déposer dans ce compte-là les 200 francs. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Vous devez déposer 100 francs. Donc, 50... problème. J'espère que ça va revenir. On a un petit problème. Donc, tu disais, Olivier, que si vous gagnez 200 francs, vous devriez tout déposer dans ce compte d'approvisionnement au Trésor français. Voilà. En 1973, il y a 47 ans. Entre 45 et 73. Mais à partir de 73, vous devez déposer 50 francs, 50% de vos avoirs. Et aujourd'hui, en 2020, Aujourd'hui, en 2020, lorsque vous vendez pour 100 francs, vous devez déposer 50 francs dans ce compte-là. Donc, 50% de votre avoir en exportation, en devise, que vous déposez là-bas pour assurer la garantie de convertibilité de votre monnaie au niveau international. Mais en réalité, tout ça, c'est une imposture, c'est du mensonge, parce que tout cet argent-là est placé par la France avec... les différents régimes, ça lui permet de consolider son hégémonie au niveau mondial et surtout de s'assurer des marchés captifs dans la zone du franc CFA pour les entreprises françaises. C'est scandaleux, ça, on pourrait dire, Olivier, c'est scandaleux, cela. Mais c'est bien ce que l'Allemagne et l'Italie dénoncent depuis quelque temps, non? Exactement, parce que les Italiens et les Allemands, surtout les Italiens, sont allés plus loin en expliquant que la raison de l'explosion des vagues migratoires dans les côtes de Lampedusa et de la Sicile sont liées à la paupérisation corrélée des populations africaines de la zone CFA. Pourquoi? Parce qu'il y a cette monnaie-là qui empêche que ces pays-là puissent transformer leurs produits et leurs matières premières sur place et générer la valeur ajoutée et pouvoir en vivre et maintenir les populations au travail. Or, étant mis dans un système de paupérisation dû au franc CFA qui est une monnaie trop chère, avec l'ouverture des frontières dans le cadre des accords de partenariat économique UE, Union européenne, Afrique, Caraïbes et Pacifique, ça fait que les produits européens rentrent dans nos pays sans droit de douane et ça tue toute industrie locale. Je vous rappelle par exemple qu'un pays comme le Cameroun a vu toute son industrie de la viande, son industrie des poulets disparaître comme ça. Et les travaux de Bernard Djomgang, qui est un grand agro-industriel ou agro-entrepreneur camerounais, sont assez éloquents. C'est un ingénieur agronome camerounais qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui montre l'explosion de la pauvreté au Cameroun liée à ces accords-là que le régime de Biya a ratifiés. Bon, maintenant, en revenant dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, depuis 2015, avril 2015, avec l'arrivée au pouvoir de Mamadou Buhari, est dans une vision géopolitique de consolidation d'une économie à travers la production locale, le développement du secteur industriel. Ils investissent pour développer, par exemple, plus de 10 millions d'emplois dans le secteur de l'élevage. Il y a la construction des infrastructures, le TGV qui relie Lagos, Abuja et certaines villes de l'intérieur ont été construites, le développement de nouveaux ports. Vous avez également, comment il s'appelle, Dangote, qui vient de créer une très grande raffinerie qui est en passe vraiment bientôt d'être inaugurée à Lagos. Donc, le Nigeria aujourd'hui a besoin de s'affirmer davantage comme une puissance continentale. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle estime que la zone de la CEDEAO est sa zone d'influence pour ses produits, mais également pour sa diplomatie. Mais elle se retrouve chaque fois confrontée à l'hégémonie néocoloniale française,
qui a verrouillé l'ensemble de ces pays-là en installant des présidents fantoches sans légitimité, comme ce qui se passe au Mali avec Ibrahim Boubacar Keïta, qui est contesté par des millions de Maliens tous les vendredis, avec ce qu'on a appelé le mouvement du 5 juin, amené par l'imam Diko. Vous avez également la même contestation avec Alassane Ouattara aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qui connaît une fin de règne vraiment troublée, très heurtée, et des élections sans doute qui vont sonner le glas de son régime. Mais il va vouloir s'accrocher parce qu'il a un agenda géopolitique. Alassane Ouattara contesté, Ibeka contesté, Macky Sall contesté, Macky Sall très Faure contesté, Gnassingbé au Togo contesté. C'est la catastrophe. D'ailleurs, j'ai reçu le Premier ministre nommé par Dr Gabriel Agoyome il y a quelques jours, un sujet qui marche fort bien. Donc, bref, en Afrique noire francophone, je ne connais pas un seul chef d'État qui ne soit pas contesté. Est-ce que vous en connaissez? Indiquez-le-moi. Non, c'est tout simplement parce que l'ensemble de l'architecture politique qui est mise en place permet tout simplement à la France de contrôler des régimes illégitimes par des fraudes, par des assassinats, ou même on les impose par des coups d'État. Je vous rappelle qu'Alassane Ouattara est venu au pouvoir au terme d'un coup d'État où la France a déporté le président légitime, le président Laurent Gbagbo, assassiné des milliers d'Ivoiriens et imposé Alassane Ouattara avec le concours également du Nigeria. Ah bon? C'est ça qui se joue. Le Nigeria est dans ce complot-là. Oui, parce que vous me permettrez 2 secondes pour vous expliquer ce qui est en train de se jouer. Entre 1900, à partir des années 60, le Nigeria accède à l'indépendance et le Nigeria apparaît comme une puissance hégémonique de fait. Houphouët-Boigny, qui est l'homme des Français en Afrique francophone, avec le président Albert Bernard Bongo, le roi Hassan II et la France de De Gaulle vont organiser la déstabilisation du Nigeria qu'ils envisageaient de disloquer. OK? Tout simplement parce que les provinces Ibo étaient très riches en pétrole. Ils ont décrété de facto que Enugu était la capitale de l'État du Biafra et ils ont sorti un leader comme ça de leur chapeau qui s'appelle Ojukwu. Ça ne vous rappelle pas un peu ce qui s'est passé avec Alassane Ouattara? C'est exactement le même procédé. Sauf que, amené par le leadership du président Yakubu Gowon et son chef d'état-major à l'époque, qui était le général Obasanjo, ils vont encercler les sécessionnistes, vont les étouffer avec le soutien de l'armée américaine et également des Britanniques. Ça va finir, cette guerre-là va finir par une défaite totale des indépendantistes et des sécessionnistes amenés par Ojukwu. Ojukwu va être rapatrié en Côte d'Ivoire par l'aviation française amenée par Bob Denard et il va être exilé en Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. Bongo va récupérer Ali Bongo et bien d'autres qui vont s'installer au Gabon, puisque Ali Bongo a des origines biafraises. Vous voyez? Donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir de cette époque-là, dans les années 60 à 70, la fin du Biafra, la fin de la guerre du Biafra, en janvier 70, il y a les accords de Paris, la France se retire et elle capitule. Ojukwu s'exile. Ce qui se passe, c'est que le Nigeria, depuis cette époque-là, va comprendre que son principal ennemi, c'est la France, dans la zone ouest africaine. Alors, chers téléspectateurs, il faut dire ici que le Nigeria n'est pas une ancienne colonie française, mais plutôt ancienne colonie britannique. Exactement. Que fait la France dans une histoire britannique, anglo-saxonne? La France, justement, avait à cœur de pouvoir contrôler cette riche province Ibo, extrêmement poreuse en pétrole. Exactement comme elle contrôle toute la zone de Limbe et Bakassi en ponctionnant le pétrole camerounais. Vous verrez que toute la zone là du golfe de Guinée jusqu'à Port-Harcourt, toute cette zone-là est gorgée de milliards et de milliards de mètres cubes de pétrole. Et c'est pour cela
Et c'est pour cela que la France soutient le régime de Biya. Et c'est pour cela que la France n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une indépendance de la partie ambazonienne au Cameroun. Alors, ce qui va se passer, c'est que à partir de la période de Ibrahim Babangida, il va y avoir des rapprochements entre la France et le Nigeria, etc. Et ensuite, ce sera avec Obasanjo. Et il faut dire que dans le renversement de Laurent Gbagbo, le Nigeria a joué un important rôle géopolitique. Tout simplement parce que les élites françaises ont fait comprendre au Nigeria qu'elles lui promettaient un poste au Conseil de sécurité des Nations Unies, un poste au niveau d'un droit de veto. Elle devait pouvoir disposer d'un droit de veto et ainsi, ce droit de veto qui devait être donné à l'Afrique, la France s'engageait à soutenir le Nigeria pour que le Nigeria soit le pays africain qui bénéficie de ce droit de veto au détriment de l'Égypte. Vous voyez? Donc, les élites nigérianes qui souhaitent véritablement une hégémonie pour leur pays ont gobé ce discours-là et ont vendu la souveraineté de certains pays africains, même l'indépendance des pays comme le Togo. En 2005, c'est grâce à Obasanjo que Faure Gnassingbé se maintient au pouvoir alors qu'il est venu au pouvoir de façon frauduleuse et illégale avec des assassinats. Voyez-vous? Donc, en Côte d'Ivoire, on aura la même chose. Obasanjo va soutenir la rébellion de Guillaume Soro, mais celui qui va achever le boulot, qui va envoyer même des troupes au sol, ce sera Goodluck Ebele Jonathan. Jonathan va envoyer des soldats nigériens, tout simplement parce que Jonathan aspire à avoir un second mandat à la tête du Nigeria. Il a besoin du soutien de la France, d'une part, mais la France également lui promet un certain nombre de facilités financières pour développer son pays. Donc, il va vendre la souveraineté du peuple ivoirien sur l'autel de deals politiciens entre Sarkozy et lui. On va renverser le président Gbagbo parce qu'il sera le plus farouche opposant de Laurent Gbagbo, Goodluck Jonathan. Le plus farouche. Et il va même financer la campagne électorale d'Alassane Ouattara. Et ce qui se passe, c'est que quand il est chassé en 2015, il y a un changement de paradigme. Et c'est ce qui s'explique aujourd'hui. Ce changement de paradigme, c'est que Boari refuse cette politique-là d'assassinat et de destruction des pays africains pour le rôle de la France. Boari affirme la prééminence et l'hégémonie de la diplomatie nigériane. Il défend la souveraineté des pays africains. Il refuse que son pays serve de base arrière pour déstabiliser des pays. Par exemple, dans le cas du Cameroun, il a refusé que la France ou d'autres puissances puissent partir du Cameroun pour vraiment prendre en étau les sécessionnistes. Il a refusé également que les sécessionnistes utilisent son pays pour déstabiliser le Cameroun. Il a permis un droit de poursuite qui permet aux armées du Niger, du Tchad et du Cameroun d'entrer en territoire nigérien pour traquer les terroristes de Boko Haram. Voyez-vous, donc, il a une politique panafricaine. Il a une vision au service de l'Afrique, de l'intérêt du continent. Et c'est ça qui ne plaît pas à la France de Macron. Et cette matérialisation de la politique panafricaine de Boari devait se faire par l'ECO, le projet ECO. Parce que le Nigeria aujourd'hui, depuis 4-5 ans, est passé première puissance économique d'Afrique, avec un PIB qui avoisine les 550 milliards de dollars devant l'Afrique du Sud, qui, elle, est en proie à d'énormes problèmes sociaux, des problèmes économiques et une crise de gouvernance au sein des élites de l'ANC. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons ce projet-là qui devait être un projet fédérateur et qui devait lancer l'Afrique de l'Ouest, pendant que l'Afrique centrale est bloquée avec des dirigeants fantoches, des dirigeants des dictatures sanguinaires et des totalitarismes comme celui de Biya, de Sassou Nguesso, d'Obiang Nguema, Ali Bongo Ndimba. Vous avez un glacis
politique en Afrique centrale, mais par contre, en Afrique de l'Ouest, ça bouge. Et qui est là pour tuer dans l'œuf et saboter tout ce projet? C'est Alassane Ouattara qui a reçu une feuille de route des élites françaises et anglo-saxonnes pour détruire le projet fédérateur de l'ECO. Je pense que mes téléspectateurs ont compris votre analyse et vos explications qui sont assez poignantes. Et même moi, je croyais savoir les choses. J'ai appris de vous, Olivier. Maintenant, Alassane Ouattara, donc, dans quelques mois, ne sera plus président de la Côte d'Ivoire. Sa feuille de route ne va plus servir à rien, je suppose. Oui, mais je ne vous apprendrai rien en vous disant, par exemple, qu'Alassane Ouattara n'envisage pas d'organiser les élections. Nous sommes quasiment à 3-4 mois du scrutin. L'enrôlement est aujourd'hui catastrophique. La diaspora ivoirienne se plaint parce que les conditions dans lesquelles on organise l'enrôlement et la gestion du fichier électoral, ces conditions sont complètement chaotique, d'une part, mais vous avez également l'exclusion de l'ensemble des opposants politiques de premier plan de la scène publique ivoirienne. Le président Laurent Gbagbo en exil, il est, du moins pas en exil, il est otage de la CPI et de la France, mais sous l'impulsion d'Alassane Ouattara, qui le persécute, qui écrit à la procureure pour qu'on lui cherche les poux sur la tête. Et vous avez Guillaume Soro qui a été condamné également à une procédure judiciaire complètement bancale, à 20 ans de prison, sa résidence saccagée, ses biens saisis, etc. Vous avez le président Henri Konan Bédié dont on veut déstabiliser le parti politique, on lui conteste le logo, etc., etc. Vous avez beaucoup d'activistes qui sont en fuite du pays, sont arrêtés. Donc, aujourd'hui, les conditions d'organisation des élections d'octobre 2020 sont des plus hypothétiques. Et je ne vous apprendrai peut-être rien en vous disant qu'Alassane Ouattara lorgne un 3e mandat parce qu'il a cette feuille de route de Emmanuel Macron de consolider la création d'un éco-CFA au sein de la CEDEAO pour tuer dans l'œuf le projet initial. Mais Alassane Ouattara a annoncé lui-même qu'il ne fera pas un 3e mandat. Il l'a dit. Il a dit, mais je vous rappellerai également que Alassane Ouattara est celui qui avait dit également au président Bédié que Bédié lui succéderait. Il a trahi ce dernier est sorti de leur accord politique du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui a été créé dans un bar en 2005 à l'initiative de Jacques Chirac. Vous avez également les nombreuses promesses qu'il a faites à Guillaume Soro, qu'il n'a pas respecté. Soro même a dit qu'Alassane lui a promis le pouvoir en 2020. Aujourd'hui, Soro est traqué, il est en exil, il est en fuite. Vous avez également, il a promis le pouvoir également à l'autre, Ahmed Bakayoko, mais il fait tout pour ne pas le respecter. La preuve, il fait de lui un premier ministre intérimaire. Il ne veut pas faire de lui le candidat du HDP. Il a promis le pouvoir à plein de personnes, sans oublier lui-même. Il a modifié la Constitution pour pouvoir être candidat à un 3e mandat. Donc, ce qui n'est pas exclu. D'ailleurs, il a même annoncé, il a dit, si Bédié et Gbagbo ne sont pas candidats, moi, je me retire. Mais s'ils sont candidats, je réfléchirai autrement. Allez-y comprendre. Alors, revenons maintenant au Nigeria qui hausse le ton vis-à-vis de ses voisins. Qu'est-ce que le Nigeria dit à ces voisins-là aujourd'hui? Ces voisins qui veulent adopter l'éco-version Emmanuel Macron à Alassane Ouattara. Alors, ce que le Nigeria dit est simple. C'est une mise en garde ferme suivie d'un avertissement en disant, écoutez, si vous poursuivez dans cette voie, parce qu'il y a également un risque de fragilisation même des pays anglophones, parce qu'on annonce le Ghana, on annonce que le Ghana risque de rejoindre la cohorte des pays francophones à travers
l'éco-CFA. Parce que le président Nana Akufo-Addo a quelques proximités avec Alassane Ouattara, dont il est très proche, il est parfaitement francophone, il parle très bien français, etc. Donc il y a également toutes ces influences-là. On est en train de vouloir casser aussi l'union anglophone, les pays anglophones. Mais le Nigeria dit, si vous poursuivez dans cette voie-là, qui est celle du sabotage du projet de la CEDEAO, qui a été créé en 1975 et qui a connu une accélération ces dernières années, qui a permis quand même qu'on ait une libre circulation des personnes et des biens, un passeport communautaire, beaucoup d'avancées, des projets structurants. Vous allez vous mettre au banc des accusés et la CEDEAO va être disloquée. En langage simple, le Nigeria va les virer de la CEDEAO, dont le siège est à Abuja, c'est-à-dire en pays nigérien. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ce qui est en train de se jouer, c'est la destruction de plus de 3 décennies, près de 4 décennies, de construction d'une union économique et politique sous-régionale. C'est ce qui est en train de se jouer. Et la crainte de Buhari, c'est que ces pays-là qui se disent africains obéissent à un agenda international, en l'occurrence celui de la France, pour déstabiliser leur propre pays et favoriser ainsi les intérêts des puissances externes à la CEDEAO. Et ça, pour Buhari, il a considéré comme une très grave trahison. Il n'est pas passé par pertes et profits, du moins par le dos de la cuillère, pour clairement indexer cette trahison-là des pays francophones amenés par Alassane Ouattara, le plus gros traître que l'Afrique ait connu ces dernières décennies. Et là, à l'instant, on comprend toute la mission qui lui était assignée lorsqu'il prend le pouvoir dans les conditions véritablement suicidaires, chaotiques, dans les fourgons de l'armée française en avril 2011, lorsqu'il est installé par Sarkozy au pouvoir. D'ailleurs, Sarkozy lui-même le dit dans un de ses... En effet, Sarkozy l'a dit, et Bernard Houdin a écrit un magnifique livre, Les Ouattara, une imposture ivoirienne. Dans ce livre-là, il explique tout cela. Alors, Mohamedou Buhari, dans une interview que m'avait accordée l'eurodéputée Maria Arena, que vous connaissez très bien, c'était samedi 27 avril 2019 à Bruxelles, elle m'expliquait déjà les difficultés de Mohamedou Buhari qu'a combattu par l'Europe, quelque part. C'est un pays de l'Europe. Et c'est exactement ce que vous m'expliquez là, Olivier. Vers quoi s'achemine-t-on désormais? Risque-t-on, je vous pose cette question que j'ai déjà posée à d'autres personnes, ne risque-t-on pas de voir tout simplement les rapports d'Hubert Védrine, ancien ministre français, Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre français et boss du Fonds monétaire national? Dans ce rapport, il est demandé de construire une Afrique de l'Ouest avec une monnaie, mais en excluant le Nigeria, qui est un gros mastodonte qu'on ne peut pas contrôler en Afrique de l'Ouest. Est-ce que le Nigeria, en haussant le ton, ne va tout simplement pas amener ces deux rapports de Dominique Strauss-Kahn et d'Hubert Védrine à être mis en place, à se matérialiser? Oui, c'est sans doute ce qui se joue, parce qu'il y a une continuité historique dans la politique française. La continuité historique et politique, c'est celle de pérenniser une domination économique, une domination diplomatique, parce que l'ensemble de ces pays-là, de l'UEMOA, comme les pays de la zone CEMAC, constituent un bétail diplomatique pour la France aux Nations Unies. Tous ces pays votent les résolutions que l'ambassadeur de France rédige dans son bureau. Ils votent comme ça, alignés. Ensuite, il y a également une domination militaire. Aujourd'hui, toute la zone de la sous-région ouest-africaine voit comme ça une dissémination
des bases militaires françaises. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali. C'est d'ailleurs une des raisons des contestations des populations contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui a trahi et détruit la souveraineté malienne lorsqu'il accède au pouvoir en 2013, en février 2013. Vous avez également une domination, un néocolonialisme idéologique, puisque l'ensemble de ces pays-là appliquent essentiellement les principes et les préceptes qui sont dictés à l'Élysée. Lorsque l'Élysée demande de confiner, la Côte d'Ivoire rapidement confine, c'est suivi du Sénégal, etc., avec des mesures extrêmement dures. Donc, c'est des pays sans souveraineté, c'est des pays sans liberté, c'est des pays totalitaires qui oppriment des populations, les appauvrissent avec une élite concupiscente qui pille les pays et permet aux multinationales de s'enrichir. Je vous donne l'exemple du Sénégal. Ces dernières années, avec la gouvernance de Macky Sall de 2012 à 2019, on assiste à une explosion des marchés publics en faveur des multinationales françaises. Et de l'endettement du pays. Je vous citerai Bolloré, je vous citerai Orange, qui a même chassé un opérateur économique sénégalais, Wari, qui l'a viré dans le domaine de la téléphonie. Vous avez également Xavier Niel, qui vient de récupérer Tigo au Sénégal. Vous avez Total, qui a pris les blocs pétroliers. Et il y a même eu une enquête de la BBC là-dessus, dans des conditions absolument scandaleuses. Vous avez les autoroutes avec Eiffage. Vous avez toute cette prédation. Et ensuite... J'étais au Sénégal en décembre et j'ai pu vérifier tout cela. D'ailleurs, la puce que j'utilisais au Sénégal pour passer mes coups de fil était une puce Free. Exactement. Qui est une entreprise française. Et l'autoroute qui part de l'aéroport Blaise Ndiaye jusqu'au centre-ville était construite par Eiffage. Et le péage, j'estime que le péage est trop cher là-dessus. Hein. Bon, allez, on me dira, c'est trop cher là. Voilà. On applique au Sénégal, pays pauvre, la même politique de péage qu'on a en France. Non, c'est trop cher, voilà. Exactement. Donc, vous avez toute cette politique-là aujourd'hui. Prenez l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, et même les pays francophones, j'entends. Lorsque le Ghana est en train de construire une politique d'industrialisation, refuse les aides du FMI, le Nigeria fait la même chose, avec vraiment une politique axée sur la domestication de la valeur ajoutée. Ça veut dire quoi en langage simple? Ça veut dire que on se développe en interne, on fait en sorte que l'argent reste en interne et ça tourne en interne et ça profite aux populations. Mais au Sénégal, au Bénin avec Patrice Talon, qui a complètement bradé son pays aux multinationales belges dans le port, dans l'aéroport, dans l'énergie avec les Canadiens, etc. Tout cet argent fuit nos pays. Et donc, ces pays-là n'ont pas intérêt à suivre la politique que le Nigeria est en train d'impulser. Et de l'autre côté, le Nigeria également a mis sur la balance la question de la légitimité démocratique, en disant désormais les chefs d'État de la zone ouest africaine, de la CEDEAO, qui ne respecteront pas les procédures démocratiques, qui s'accrocheront au pouvoir, verront vraiment une intervention armée de la CEDEAO pour les chasser. Une façon de dire clairement que moi, Nigeria, je m'engage désormais à être le tuteur de la démocratie en Afrique de l'Ouest. On ne peut plus accepter le brigandage qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, qu'il y a eu en Guinée-Bissau, avec Oumaro Embalo qui s'est fait imposé par l'entremise de Macky Sall dans les conditions que nous savons, le trucage des élections au Sénégal par Macky Sall. Vous avez également au Mali, Ibeka n'a pas été élu lors des dernières élections. À tout le moins, il aurait fallu faire un second tour. Mais il a truqué les élections pour se maintenir. Les dernières législatives au Mali, où son fils a été battu, mais par la fraude au niveau de la Cour constitutionnelle, on a fait élire son fils qui s'appelle Karim Keïta. Et c'est pour cela que les Maliens descendent dans les rues. Parce que les Maliens aujourd'hui estiment que ce régime-là, en plus de nous affamer, ne va pas nous prendre le peu de liberté, le peu de démocratie qu'on a conquis à partir de 1992.
avec l'éviction de Moussa Traoré et Il est arrivé le coup Alpha Omar d'État de Konaré. ATT. Pardon? Et la transition Alpha Omar Konaré avait donné beaucoup d'espoir aux Maliens. Et Tout aujourd'hui, à on fait. se rend compte que tout s'est effrité, en fait. Tout s'est effrité pour une raison simple. Parce que il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est que euh, la plupart des politiques publiques qui ont été menées à partir de 92, c'était essentiellement des politiques néolibérales. C'est-à-dire que les politiques qui avaient en gros trois piliers. Libéralisation sauvage, privatisation ruineuse et puis austérité budgétaire. On réduit les dépenses. Donc le Mali de 92 à 2020 aujourd'hui, le Mali n'a jamais autant privatisé ses sociétés. Le Mali ne s'est jamais autant appauvri. Mais paradoxalement, le pays a bénéficié de beaucoup d'argent dans le cadre de ce qu'on a appelé la prime à la démocratie. C'était quoi? C'était que les pays qui accédaient au renouveau démocratique, le Bénin, le Mali, le Sénégal, etc., avaient beaucoup d'aides financières au niveau de la communauté financière internationale qui leur faisait des prêts, des aides non extrêmement avantageux. Donc, la gouvernance de Alpha Omar Konaré à travers l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali, vous avez également ATT, Ibrahim Boubacar Keïta. C'était des gouvernances essentiellement de corruption et de pillage. Ils ont ruiné le Mali. IBK s'est acheté un avion dans des conditions ruineuses pour le budget malien avec un homme d'affaires français, Tommy. Tommy, qui sont des Corses, qui sont très impliqués dans le pari mutuel en Afrique, au Gabon, au Sénégal, au Mali, etc. Toute cette mafia de la France-Afrique. Et IBK a bradé tout le nord du Mali aux autorités françaises. Comment est-ce que l'Union européenne peut siéger avec un État comme la France qui encourage la mafia, les tortures, les dictatures? Comment est-ce que la France, l'Union européenne peut accepter un tel membre en son sein, même si fut-il membre fondateur? Mais l'Union européenne aujourd'hui, c'est essentiellement, vous avez comme ça une alliance. Vous savez, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, les Occidentaux sont unis contre les pays africains. Lorsqu'il s'agit de nous considérer comme des sous-hommes, moins développés, faibles, sans culture, ou de nous réduire en esclavage, tous les Européens ou les Occidentaux sont unis, ou l'homme blanc de façon générale. Donc, aujourd'hui, aussi bien les Allemands, les Italiens, qu'importe ce que certains politiques disent, les Britanniques, les Suédois, etc., sont d'accord pour considérer l'Afrique comme une zone, une sorte de terra incognita. Mais en revanche, ils ont délégué à la France les questions africaines. La France s'est faite le chantre des questions africaines. Elle a préempté les questions africaines sur tous les autres. Elle se dit spécialiste de l'Afrique. Donc, chaque fois qu'on veut faire un truc sur l'Afrique, c'est la France qu'on voit. C'est la France qu'on voit. Pourquoi? Parce qu'on dit, oui, elle a des liens avec les chefs d'État, elle a des bases militaires là-bas, ses sociétés sont plus installées là-bas, etc., etc. Et or, nous, ça ne nous arrange pas. Nous ne voulons pas de tuteurs. Nous voulons nous autodéterminer. Nous voulons choisir nous-mêmes notre destinée. Nous voulons choisir vers qui on coopère. Aujourd'hui, la technologie est mondialisée, mais on nous impose des technologies françaises, des opérateurs de GSM français. En l'occurrence Orange, maintenant Free, des banques françaises, etc. Alors que le marché des capitaux, le marché bancaire est mondialisé. On nous impose des sociétés d'électricité françaises. En l'occurrence, Bouygues et consorts, EDF, GDF, qui sont en train de s'installer en Afrique. Donc, c'est toute cette confiscation de nos pays qu'on est en train de dénoncer à travers les mouvements de jeunesse que vous voyez partout, et même la diaspora camerounaise. Les Camerounais se réuniront devant l'Assemblée nationale française pour dénoncer ce qui se passe en Afrique francophone. Et le 18 juin, le caporal grillé Kemta était
en train de traquer dans les rues de Londres Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en effet, Parce j'ai qu'ils ont eu... compris. Parce qu'ils ont compris que c'est le malheur, c'est la source de nos malheurs, la France. C'est la source de nos malheurs. Et je vous rappelle que la France fait tout ceci pourquoi? Parce que lorsqu'elle se retira de l'Afrique, lorsque les Africains vont la chasser de l'Afrique, la France va dégringoler et va apparaître comme une puissance moyenne, petite, au même rang que l'Albanie. Au même rang que l'Albanie. Parce qu'elle n'aura plus des matières premières gratuites comme l'uranium, etc., qu'elle pille abondamment sans rien payer au Niger. Les ports, tout ça avec Bolloré, c'est terminé. Elle n'aura plus accès aux francs CFA, à nos devises qu'elle place dans les banques, ça lui génère autant d'argent. Vous voyez? Cette Donc, émission était prévue pour 30 minutes, on est à 46 et si on l'a fait dans 50 minutes. Désormais, vers où va le Nigeria? Va-t-on assister à un recentrage du Nigeria, un recroquevillement du Nigeria sur lui-même pour se développer et laisser tomber les autres pays, ses autres voisins, ou va-t-on assister à un point tapé sur la table pour mettre tout le monde au pas en Afrique de l'Ouest de la part du Nigeria? non, je pense pour conclure que nous allons assister, et nous assistons déjà, depuis l'année passée, nous assistons à un affrontement diplomatique et géopolitique clair entre la France et le Nigeria. D'ailleurs, dans les années 70, au sortir de la guerre du Biafra, les diplomates nigérians, comme l'ensemble de l'establishment politique nigérien, a coutume de dire qu'en Afrique de l'Ouest, il y a deux puissances géopolitiques. Il y a le Nigeria et il y a la France. Parce que pour les autorités nigérianes, elles savent que derrière le Bénin, derrière le Togo, derrière le Sénégal, derrière la Côte d'Ivoire, se cache l'Élysée. C'est des pays qui n'ont d'existence ou de souveraineté que de nom. Donc, on va assister dans les prochaines semaines, les prochains mois, à un affrontement clair et net sur le terrain politique ouest-africain. Et ce qui se joue en réalité, c'est quoi? C'est le déplacement du centre de l'hégémonie ouest-africaine, soit de Paris, ça doit continuer de Paris, ou vers Abuja. Abuja estime qu'aujourd'hui, le temps est venu que le centre de gravité de l'hégémonie ouest-africaine ne soit plus Paris, mais Abuja. Il doit revenir africaine. Autrement dit, pour le Nigeria, il faut domestiquer la puissance diplomatique, économique de l'Afrique de l'Ouest. Elle ne doit plus être décidée à Paris. Et donc, pour ça, ils sont prêts clairement à affronter la France. Ils ont les moyens humains, ils ont les moyens diplomatiques au niveau international, ils ont le leadership qui va avec, c'est-à-dire que l'ensemble des chefs d'État du Nigeria a pris à bras le corps la question de la puissance du Nigeria. Désormais, il se projette comme une puissance au niveau international. Le Nigeria ne joue plus sur l'échiquier africain. Il joue sur l'échiquier international. La belle preuve, ils veulent positionner à la direction de l'Organisation mondiale du commerce l'ancienne ministre des Finances du Nigeria. Donc, ils sont à ce niveau-là. Et lors des sommets du G20, le Nigeria fait des propositions et sur toutes les questions internationales. Donc, pour le Nigeria, il ne peut plus accepter les injonctions et les sabotages de la France. Donc, ils sont prêts à aller au clash avec Paris. Ils sont prêts à affronter la France. Le temps est venu. Les élites nigérianes sont de plus en plus patriotes. Quand vous suivez les discours des think tanks du Nigeria, aujourd'hui, ces think tanks sont extrêmement nationalistes, panafricanistes. Vous avez également la montée comme ça des hommes d'affaires du Nigeria, extrêmement panafricanistes. Dangote, vous suivez ses interventions, il dénonce régulièrement la France-Afrique au plan économique. Comment on lui a mis les bâtons dans les roues au Sénégal pour installer une cimenterie, au Bénin avec Patrice Talon, en Côte d'Ivoire, etc. Mais par contre, il n'a pas les mêmes problèmes lorsqu'il va au Maroc ou il va par exemple au Ghana. Donc on a clairement aujourd'hui un problème avec la France. Et il est temps pour nous de crever cet abcès et de dire France,
go home. Merci beaucoup, Olivier Dosso. Ben, il était temps, hein, revenez chaque fois, au moins une fois par mois, nous analyser la situation géopolitique de l'Afrique, de la France. Je suis sûr que les téléspectateurs de GMTV+, vont être contents de vous suivre sur cette chaîne. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé. Donc, nous tournons cette émission le 24 juin, nous la terminons le 25 juin, car nous avons pris presque une heure pour la tourner. Encore merci Olivier, bonne nuit et à très bientôt j'espère. Hein? Merci à Jackie Moifo pour ce que vous faites et à très bientôt. À très bientôt. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité. Pardonnez-nous pour la qualité de l'image. Vous comprenez, quand on tourne entre deux pays par visio, ça peut être compliqué. On essaiera de faire mieux prochainement quand on aura des moyens. Mais pour cela, il faudrait que vous contribuiez. Allez sur le site de GMTV+, mettez chaque mois une pièce, 2 pièces, 3 pièces que vous pouvez mettre. C'est grâce à vous que nous travaillons. À très bientôt. Bye bye. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.